Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Martin, connu pour avoir été le journaliste animateur français de l'émission radio à succès La Méthode Scientifique sur France Culture pendant près de 6 ans. Il sort en 2023 un livre qui interroge les grands scientifiques sur la naissance de leurs idées nouvelles et de leurs grandes découvertes, La naissance du savoir dans la tête des grands scientifiques aux éditions Les Arènes. Et cette année, il publie son premier roman de science-fiction, Fragile, aux éditions Au Diable Vauvert, dans le même axe que la très célèbre Servante écarlate de Margaret Atwood. Le livre aborde ici de manière dystopique la question de la procréation humaine dans un futur proche à travers des thèmes biologiques connus, tels que la dégénérescence du chromosome Y et le syndrome X fragile. Nicolas Martin, bonjour. Bonjour. Alors, première question, est-ce qu'il est logique de devenir écrivain de science-fiction quand on est un journaliste scientifique ? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de logique là-dedans. Ce qui est peut-être plus logique, c'est qu'il y ait une contiguïté dans ma vie en tout cas, et je pense dans la vie de beaucoup de chercheuses et beaucoup de chercheurs, entre les sciences et la science-fiction. Moi, je sais que c'est... après mon bac scientifique, j'ai fait des études littéraires, et c'est la science-fiction qui m'a amené à continuer à m'intéresser aux sciences. Et je sais que beaucoup de chercheuses et de chercheurs que j'ai rencontrés sont des lectrices et des lecteurs de science-fiction. Donc je pense que quand on évolue dans un univers scientifique, il est normal, mais pas obligatoire, d'avoir une curiosité sur la façon dont la littérature s'empare des sciences pour proposer d'autres réflexions, d'autres modèles, d'autres idéaux, d'autres constructions sociales, intellectuelles, culturelles, etc. Donc je pense qu'il y a une continuité. Ensuite, si je devais parler exclusivement de mon cas, moi je voudrais plutôt tendance à dire que l'écriture précède tout ça. J'ai toujours écrit, j'ai écrit depuis que je suis gosse, et en tout cas l'imaginaire, et je pense que c'est quelque chose d'important pour moi, l'accès à l'imaginaire, surtout dans une culture française qui est très axée, d'une culture littéraire qui est très axée sur la littérature de l'intime, l'accès à l'imaginaire, et aussi à la source de ça. C'est-à-dire que je pense que si on retire un peu, si on remonte le fil, il n'est pas tout à fait impossible que certaines chercheuses et certains chercheurs se soient dirigés vers les sciences parce qu'ils y ont été amenés d'une certaine manière par l'imaginaire, soit par la littérature de science-fiction, soit simplement par le sense of wonder quand on regarde un ciel étoilé, qu'on met son œil dans un microscope ou dans un télescope, qu'on voit pour la première fois une bactérie bouger ou les anneaux de Saturne. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Oh, alors, il y a deux questions en une. Comment m'est venue l'idée d'écrire ? Bon, comme je vous le disais, j'ai toujours écrit. J'ai commencé, j'ai gardé chez moi d'ailleurs mon premier. C'était même pas un cahier pour tout vous dire. En fait, c'était un carnet de feuilles de classeur Clairefontaine rose. J'avais dessiné un dragon dessus. C'est ma première histoire. Je dois avoir 11-12 ans. Donc j'ai toujours écrit. J'ai toujours eu des histoires en tête. Je pense que j'ai toujours aimer lire. Là, par exemple, pour vous donner je suis en train de refaire quelque chose de très régressif. Je suis en train de récupérer, de reconstituer ma collection de livres dont vous êtes le héros, que je faisais quand j'en avais des centaines. Ça a disparu dans des déménagements successifs. Et de retrouver le goût de cet imaginaire et ce goût du jeu et aussi du jeu littéraire. Donc, j'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai écrit des nouvelles, puis à un moment donné je suis passé vers le scénario et vers le cinéma parce que j'ai fait plutôt des films, et puis je suis revenu vers la littérature, et donc j'ai réécrit des nouvelles, et à un moment donné très naturellement s'est posé la question de se dire tiens, si je me mettais à écrire une forme plus longue. Donc le roman en fait c'est plus un continuum qu'à un moment donné une sorte d'illumination en me disant tiens, je vais écrire un livre sorti de nulle part. Ensuite, d'où est venue l'idée de Fragile ? J'ai la chance d'avoir un inconscient qui travaille à ma place quand ma conscience ne fonctionne pas. Ça vient d'un rêve en fait. J'ai rêvé de l'histoire de Fragile. C'est-à-dire que l'histoire complète, c'est que je venais de terminer une nouvelle qui allait être publiée dans une revue qui s'appelle Un soir d'orage, qui est publiée dans Bifrost. Et je discute à cette époque avec mon éditrice, qui est pas encore le Diable Vauvert, qui est le Bélial, et ils me disent mais ce serait bien que tu penses à écrire un format plus long. Et je dis à mon éditrice de l'époque, Laetitia Rondeau, je lui dis bah oui, mais enfin, une nouvelle c'est une idée, c'est une scène, c'est facile en fait. Un roman, il faut que je trouve quelque chose à raconter sur lequel je sais que je vais passer plusieurs mois, du temps, et qui soit suffisamment complexe pour que j'ai envie d'aller
de me lancer dans ce long tunnel d'écriture. Et puis, j'étais en voyage aux îles Féroé, dans ce petit caillou entre l'Écosse et l'Islande. Je vais me balader dans la lande brumeuse avec des moutons, des lacs, des cascades. C'est absolument magnifique. Et je rentre le soir un peu épuisé. Et puis d'un seul coup, je me réveille à 4h30 du matin, fébrile. Et je joue mon ordinateur en disant note ton rêve. Et le rêve, c'est Fragile. En fait, le rêve, c'est la résolution de Fragile. C'est l'idée de se dire on a trafiqué l'ADN de telle sorte pour remédier à un délabrement, bref. Et ensuite, autour de ça, les personnages arrivent, se construisent, et même si le point d'arrivée reste le même que celui que j'avais noté sur les premières lignes et sur le premier brouillon du roman, ensuite, il y a vraiment tout le roman, tous les personnages, tout le background politique qui viennent se structurer autour et qui font que le livre est bien plus riche que la simple histoire, qui est l'histoire initiale de qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'ADN de ces embryons. On vous propose une célèbre citation de Rabelais. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Selon vous, c'est toujours vrai, plus de 5 siècles après ? Oui, bien sûr. C'est évidemment l'un des enjeux de Fragile. Hein. C'est l'un des enjeux politiques et éthiques de la science. Dans Fragile, on se retrouve donc dans une société qui a basculé à l'extrême droite, et on voit que les sociétés autoritaires, et notamment le régime nazi, a utilisé la science à des fins éthiquement condamnables, et on sait bien, et c'est pas à vous que je vais en fac de sciences que je vais faire des leçons d'épistémologie, mais on sait bien qu'il est évident et qu'il est important pour que les progrès scientifiques soient à la fois fructueux, productifs, importants pour la collectivité, qu'ils soient encadrés par des règles et des lois éthiques qui sont définies elles-mêmes par la communauté. Donc l'éthique est évidemment essentielle, et c'est évidemment l'un des sujets centraux de Fragile. Il me semble que c'est important aujourd'hui, d'autant plus dans le sens où l'on voit que jusqu'à présent, les digues ont globalement tenu. Moi, je viens d'une génération où on nous a annoncé qu'on allait cloner les enfants dans les années 90, après avoir cloné une brebis. Ça ne s'est pas produit, ou si ça s'est produit, on se rend compte que ça ne marche pas, ou en tout cas que ça s'est fait de... Enfin, bref, on va pas... A priori, ça ne s'est pas produit, disons. On a vu des tentatives de correction génétique d'embryons en Chine, avec l'introduction de gènes résistants au VIH sur un couple d'enfants jumeaux qui, a priori, s'est arrêté là. Donc, même si on sent qu'il y a des tentatives de rupture de barrières ou de franchissement de ces règles éthiques, qui sont encore une fois nécessaires dans le sens où elles sont issues elles-mêmes de la communauté, pas d'une instance morale ou religieuse qui viendrait les définir, elles tiennent plus ou moins bon. Combien de temps ? Pourquoi ? Voilà, c'est là où on rentre dans le domaine de la science-fiction et en l'occurrence de la dystopie. Alors, merci. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, là, vous allez voir que la question suivante, la transition est vraiment parfaite, puisque on voulait vous demander précisément, nous sommes dans une faculté des sciences, et selon vous, donc cette question peut s'adresser aussi bien aux enseignants qu'aux étudiants, quelles sont les thématiques qu'il faudrait privilégier actuellement pour éviter la dystopie ? Voilà, ça c'est vous avez 3 heures devant vous. Non. Non, le problème, c'est que, alors déjà, est-on vraiment en train d'éviter la dystopie ? Je ne suis pas sûr. Hein, et je veux dire, il y a une blague qui est devenue récurrente dans le milieu de la science-fiction qui dit quand on va dans la librairie où le rayon dystopie a été transféré au rayon actualité, on est en train de voir globalement l'effondrement des systèmes biologiques, l'emballement de
du dérèglement climatique qui semble être aujourd'hui difficile à endiguer. On voit qu'on continue à extraire et à envoyer encore plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, puisque les taux d'émission de l'année dernière sont les plus hauts jamais enregistrés à l'échelle de l'espèce humaine. Donc est-ce qu'on est vraiment en train d'éviter les dystopies quand on voit la réélection de Donald Trump, ce qui est en train de se passer sur les territoires palestiniens, en Israël, en Ukraine, en Russie. Enfin bref, est-ce qu'on est vraiment en train d'éviter la dystopie? Je ne suis pas sûr qu'on soit en train de l'éviter. Est-ce qu'on peut maintenant endiguer ou en tout cas empêcher la bascule vers quelque chose de pire que ce que l'on est en train de vivre en ce moment? J'ai l'impression qu'on va droit dans le mur, donc je ne sais pas si je serais très très optimiste en fait. Je pense malheureusement que mon regard sur l'actualité, sur l'évolution de l'actualité, et surtout, puisque c'est vraiment ce dont parle Fragile, hein, sur la victoire, et en tout cas la progression extrêmement préoccupante des idées nationalistes, du rejet de l'autre, de la haine de l'autre, et de la tentation du bouc émissaire sur les minorités, sur les étrangers, est en train de devenir une règle. Je sais pas, je veux pas plomber l'ambiance, mais je serais pas tranquille si j'étais aujourd'hui à la place des étudiants, alors que moi j'ai déjà quelques années de plus, ou en tout cas, important, ou en tout cas ce que j'essaie de dire dans Fragile, c'est que peut-être que la seule solution pour éviter d'aller encore plus avant dans la dystopie, c'est de se dire que c'était pas perdu et que la seule solution pour éviter à ce système de devenir fou et d'aller dans le mur, c'est de résister, et qu'il n'y a pas de petit acte de résistance. Dernière question, pour conclure notre échange. Vous avez été directeur littéraire du Festival des Utopiales. En quoi cela consiste et est-ce que vous avez fait de belles découvertes? Oui, on est 4, hein, c'est-à-dire que je suis co-programmateur, on va dire ça comme ça, on appelle ça la commission littéraire, donc membre de la commission littéraire avec Yann Olivier qui est éditeur à La Talente, Floriane Soulas qui est autrice, Eva Sinagnan qui est libraire, et donc moi qui ai la casquette d'auteur et de journaliste. En quoi ça consiste? Ça consiste à définir le programme de ce festival, qui est un festival important et imposant par sa taille et par le nombre de ses invités, par le nombre de propositions culturelles qu'il offre, que ce soit en termes de jeux, de cinéma, d'exposition. Nous, on s'est consacré essentiellement à la construction et à la rédaction et à la création de 120 tables rondes, donc avec plus de 60 invités littéraires. Donc c'est nous qui avons lancé les invitations des autrices et des auteurs internationaux et nationaux. Également de trouver les modérateurs qui soient à même enfin bref, en accord avec les partenaires scientifiques et les scientifiques qui viennent des différents instituts, le CEA, l'INSERM, la SFP, etc., etc. J'en oublie, je ne les citerai pas tous. Le CNRS, évidemment. Non, pas le CNRS d'ailleurs, je crois que le CNRS n'est pas partenaire, autant pour moi. Donc voilà, nous, ça a été de définir le tableau de programmation et d'essayer autour des thèmes qui étaient ceux qui ont été décidés, parce que le thème est décidé par l'association qui gère le festival, l'association des Utopiales, qui était le thème de l'harmonie, et bien de voir à quelles œuvres ça correspond, qui peut être là pour en parler, et comment on peut trouver et créer différents espaces de discussion autour de ce thème-là. Qu'est-ce que j'ai découvert? Je découvre toujours des choses merveilleuses. Je ne connaissais pas si bien que ça l'œuvre d'Émile Ferris, j'ai trouvé ça absolument incroyable. J'ai découvert plein d'autrices, plein d'auteurs comme d'habitude, et je commence à connaître un petit peu le monde de la science-fiction, mais il y avait des autrices et des auteurs. Par exemple, je ne connaissais pas Marie-Robinette Kowal, qui est une autrice canadienne absolument passionnante. Je connaissais très mal Victor Laval, qui est aussi un auteur new-yorkais qui écrit plutôt du fantastique et de l'horreur. C'est surtout pour dire quelque chose des Utopiales, moi ce que je trouve important, justement puisque ça va rebondir un peu sur la question précédente, ce qui est intéressant de voir dans cette communauté au sens large du terme, c'est-à-dire du public qui vient, le public de scientifiques, d'amatrices et d'amateurs de science-fiction, de voir à quel point ce public est jeune, divers, inclusif, racisé, tolérant,
et à quel point il a une ouverture d'esprit qui effectivement dénote un peu avec la bascule autoritaire que l'on constate dans le reste de nos sociétés occidentales. Et on voit que ces espaces scientifiques, de pensée, de réflexion, de recherche sont des espaces ouverts, bienveillants, inclusifs. Et ça redonne un peu d'espoir, justement. Ça redonne précisément un peu d'espoir parce que ce sont des moments où on se retrouve et où, contrairement à l'idée qui est encore un peu une image d'Épinal selon laquelle eh bien le monde de la science-fiction serait un monde des étoiles et de guerre, pour ne citer qu'un film célèbre, réservé à un public essentiellement blanc, masculin, adolescent, qui aime le hard rock, eh bien on voit bien que ce public-là existe et il est tout à fait le bienvenu, mais il n'est pas majoritaire et c'est bien loin, au contraire, le public des Utopiales et le public de tous ces festivals de science et de science-fiction et d'imaginaire sont des publics, où, encore une fois, qui, moi, me redonnent un peu espoir, précisément dans nos sociétés et dans nos capacités à penser, à imaginer des futurs désirables, à penser des utopies, à s'ouvrir à d'autres formes d'organisation sociale, culturelle, politique, économique, et sont aussi des vrais lieux de réflexion, de mise en commun, de pensée, qui nous permettent de se dire que bien, toutes ces générations-là, quelles qu'elles soient, plus ou moins jeunes d'ailleurs, ont envie de penser des avenirs différents et un peu plus équitables, un peu plus équilibrés, un peu plus justes et un peu plus vivables. Merci beaucoup Nicolas Martin, merci d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, on peut retrouver votre livre Fragile, paru aux éditions Au Diable Ouvert, dans toutes les librairies. Merci beaucoup à vous.